Alors, bienvenue pour apprendre à créer votre premier cours en ligne et valoriser votre expertise, que vous soyez freelance ou solopreneur. Donc moi, je suis sur Malte depuis 1 an, project manager et experte en digital learning et j'ai à mon actif la création de 2 cours en ligne, dont un sur Udemy. Alors, on va commencer par abattre quelques idées reçues pour démystifier la création de cours en ligne. Et ensuite, on va alterner des apports plutôt liés à la conception et à la pédagogie. Donc, cibler votre sujet pour valoriser votre expertise unique. C'est aussi un élément de marketing et de e-réputation. Ensuite, on va mettre ce regard de l'aspect technique rapidement. La question, c'est faut-il se filmer? Comment se filmer? Et ça, ensuite, cet aspect technique va rétroagir sur la conception, comment construire et décliner un plan qui soit vraiment finement granularisé en petites capsules. Et on finira par une esquisse, une introduction à la création, la mise en place de votre petit studio vidéo. Et donc, je vous annonce, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, vous aurez une surprise d'ici à peu près 3/4 d'heure. Alors, j'ai 7 minutes pour abattre 7 idées reçues. Vous allez me dire qu'un cours en ligne, c'est réservé à un expert déjà leader et qui a déjà pignon sur rue dans son secteur. Eh bien, faux. L'idée, c'est de créer votre légitimité justement à travers ce cours. Et du moment que vous vous documentez et que vous êtes à jour sur les dernières tendances, les derniers outils. Ensuite, votre atout, quand vous avez une expertise dans un domaine, par exemple en tant que freelance, c'est que vous pouvez créer quelque chose de beaucoup plus authentique qu'un expert renommé qui, lui, va souvent tomber dans des travers de perfectionnisme et se mettre la pression. Et si on se met trop la pression, si on est trop perfectionniste, j'ai déjà vu ça en accompagnant un créateur de cours, en fait, on est beaucoup moins naturel à l'écran et donc cette pression se ressent. Donc moi, je vous conseille d'y aller très détendu et de créer comme ça un sentiment de proximité avec votre audience. Enfin, l'idée, ce n'est pas d'être académique et finalement trop théorique ou magistral, en fait, comme un enseignant. C'est plutôt d'aller sur des exemples concrets et des cas pratiques, un peu comme je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter vraiment une compétence pour votre audience. Donc, finalement, votre expertise, vous n'allez pas l'étaler comme des connaissances, mais plutôt, comme j'essaye de faire aujourd'hui, mettre en main des outils, des techniques, des méthodes, un peu comme si vous ouvriez une boîte à outils à votre audience. Idée reçue numéro 2, il faut créer des heures et des heures de contenu, 5 heures, 10 heures, 20 heures de cours, comme un MOOC en fait. Eh bien, c'est faux. Il suffit de faire 1 heure de contenu et c'est déjà assez substantiel. Et vous pouvez même descendre à 20 minutes. Pourquoi? Parce que 20 minutes, c'est la durée moyenne de séquence d'apprentissage en ligne pour un actif, par exemple, un cadre, un décideur, un manager dans une organisation. Et en plus, moi, je l'ai vécu 2 fois. Si vous vous dites, je vais créer 1 heure de contenu, régulièrement, vous allez vous retrouver avec le double. Donc, il faut viser vraiment très court au départ. Et puis, si vous débordez un peu, ce n'est pas grave. Vos participants vous remercieront parce que de plus en plus, on aime la concision et à l'ère de la civilisation du poisson rouge, on n'a pas beaucoup d'attention finalement à vous accorder. Et puis, le tout, c'est pas seulement qu'ils accèdent à votre cours en l'achetant, mais c'est qu'ils le terminent. Et c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir un cours très court qu'on termine, quitte à en avoir un deuxième derrière à enchaîner, plutôt que de commencer un cours très long qu'on va abandonner en cours de route avec un sentiment d'échec. Et c'est aussi une manière de tester rapidement votre marché pour recevoir des feedbacks et améliorer vos contenus. Alors, grosse idée reçue, petit clin d'œil à la semaine de 4 heures de Tony Ferris. Je vais gagner plein d'argent facilement. Et bien là, je vais faire des déçus et beaucoup de déconnexions. Puisqu'en fait, c'est plus à penser comme un produit d'appel avec des bénéfices indirects sur votre e-réputation. Et c'est pour ça que moi, je dédie ce webinaire à la valorisation de votre expertise. Ça ne va pas forcément se traduire très vite en monnaie sonnante et trébuchante, et en tout cas pas en proportion du temps que vous allez y investir. Donc déjà, demandez-vous si vous achèteriez ce cours, hein, vu que l'offre elle est pléthorique et il y a beaucoup de gratuits, a fortiori en période de confinement. Pensez plutôt vitrine digitale, carte de visite, et puis c'est un atout dans votre content marketing, au même titre que si vous faisiez un e-book ou un podcast. Et pensez capture de lead pour transformer et amener des clients vers votre offre de service.
Quatrième idée reçue, ça coûte cher cette création de cours en ligne. Alors, vrai et faux. C'est vrai si vous vous mettez à faire un studio de pro. Moi, j'avais commencé avec du fond vert. Ça m'a finalement coûté beaucoup plus cher en retouche, en intégration, vraiment au montage de la vidéo. Et puis, plus vous élaborez un studio, bon là, j'ai mis un cours d'arts martiaux, c'est un petit peu extrême pour des freelances sur Malte, mais plus vous allez avoir besoin d'aide, donc potentiellement d'un assistant, même un ami, tout ça, ça va être très chronophage et ça va vous coûter d'autant plus cher en temps et en argent au montage. Par contre, les journalistes le font depuis une dizaine d'années avec le mobile journalisme. Aujourd'hui, si on se filme avec un smartphone, si on se forme aux méthodes agiles des journalistes, comme avec Laurent Close sur Funmook, et ben finalement, on peut vraiment créer un résultat professionnel à condition voilà, d'être attentif aux détails. Mais finalement, vous allez moins investir de l'argent, le matériel, vous pouvez le racheter, reconditionner, etc., d'occasion, que du temps. Et en même temps, aujourd'hui, savoir créer des vidéos en ligne, c'est quand même une compétence qui peut servir dans plein d'occasions et notamment pour votre marketing digital. Cinquième idée reçue, l'hébergement du cours, il faut le faire sur une plateforme, donc une plateforme de MOOC, une plateforme, en plus il y en a beaucoup donc qui sont payantes, vous avez peut-être entendu parler de certaines marques que je ne citerai pas ici. Moi j'ai vu des initiatives très originales, par exemple avec une chaîne YouTube, vous pouvez créer une playlist publique ou privée, c'est-à-dire non répertoriée, dont vous partagez le lien, à charge pour vous de faire un paywall payant avant, un Shopify ou autre. Et donc, je vous cite le cas de Ruben Pérez, qui est coach en prise de parole, que j'avais accompagné au moment de tourner ces petites capsules vidéo. Il a fait une playlist sur YouTube de 6 vidéos de 2 minutes 30. Donc, on arrive à peu près la vingtaine de minutes dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est efficace et c'est une carte de visite pour valoriser son expertise. On voit bien l'adéquation entre le fond et la forme. Si je suis coach en prise de parole en public, c'est bien de me montrer en train de prendre la parole, en l'occurrence dans un cours en ligne. On peut imaginer plein d'autres formules avec, j'ai déjà vu ça chez une amie, elle a créé un compte Instagram, il fallait payer pour y accéder puisque c'était un compte privé, recevoir l'habilitation et dedans retrouver des stories Instagram sur comment réussir ces stories Instagram. Vous pouvez aussi partager vos vidéos et vos cours par des mailings. Et enfin, utiliser une place de marché qui est gratuite. Aujourd'hui, le leader mondial, c'est Udemy, où j'ai hébergé mon dernier cours. Et là, le fonctionnement de la marketplace, il vous simplifie le travail, puisqu'une grosse partie du coût du marketing, de drainer du trafic vers votre cours, il est fait directement par la plateforme. Idée reçue numéro 6, c'est l'avant-dernière. Les personnes qui s'inscrivent à un cours ou qui l'achètent vont le suivre jusqu'au bout. Eh bien, ça dépend. Parce qu'en gratuit, on n'est qu'à 5 ou 10% des personnes qui vont au bout, surtout si ça dure de nombreuses heures et étalé sur plusieurs semaines, comme les MOOC, donc les cours académiques sur lesquels je prends exemple. Mais cette courbe, vous voyez qu'à peu près une personne sur deux qui s'inscrit à un cours, ou pareil pour un webinar comme aujourd'hui, va pas venir. Elle s'est inscrite, elle est passée à autre chose. Ensuite, les comportements dans un cours, c'est pas seulement tout suivre de façon linéaire, ça peut être aussi aller picorer des trucs et astuces, aller vraiment faire une recherche ciblée sur une connaissance, une compétence qu'on veut acquérir. Et ensuite, ceux qui vont au bout dans l'optique de plutôt bon élève de terminer vont être très peu nombreux. Donc moi, je vous partage cette courbe aussi pour vous dire que c'est un peu les dangers du gratuit. Et à l'opposé, ça doit vous inciter à tenir bon sur le prix si vous vendez, si vous voulez monétiser votre cours en ligne, parce que sa valeur, ce sera non seulement d'être concis et de faire gagner du temps à vos participants, mais aussi, quand on a payé, ça marche en B2B, ça marche, je l'ai testé moi sur des cadres en B2C, quand on a payé un produit tel que celui-là, on va le suivre. Et moi, une fois que vous avez trouvé le bon prix, vous pouvez avoir jusqu'à 100% des inscrits payants qui vont au bout du cours. Dernière idée reçue, si vous dites que créer un cours en ligne, ce n'est pas pour vous, moi, c'était un peu mon optique il y a 3 ans quand je me suis lancée dans le digital learning et j'ai eu un déclic.
Pourquoi? Parce que c'est très frontal de se mettre face à la caméra. On pense à YouTube, aux YouTubeurs, il y a cette surexposition. Et moi, le déclic, je l'ai eu en voyant un documentaire sur les femmes qui prennent la parole sur YouTube. Et donc moi, tel que vous me voyez, avec mes complexes physiques, avec l'idée que j'allais pas être claire, que j'allais pas passer à l'écran, etc. Je me suis frottée à la pratique, j'ai osé franchir le pas. Et j'aime beaucoup suivre les vidéos d'Oussama Ammar sur Coup d'État. Je me dis que quand on assume d'avoir des messages, une parole à porter, finalement, c'est vraiment le fond de ce qu'on a à dire qui est plus important. Et donc, pour vous dire que si vous êtes dans cette phase d'interrogation, moi, je suis passée par là. Et le déclic, c'est de prendre exemple sur d'autres instructeurs de cours qui vous inspirent et de vous dire que vous aussi, vous pouvez prendre la parole. Et si vous hésitez encore, la dernière question à vous poser, c'est à qui voulez-vous laisser le monde du digital learning? Si ce n'est pas vous, qui s'en chargera? Donc, j'ai fini pour cette première partie un petit peu speed, mais je vois qu'on a toujours plus de 400 connectés, donc c'est cool. Peut-être on va pouvoir balayer quelques questions. Arthur? Oui, si vous avez des questions justement qui n'ont pas encore été répondues par Ivan entre-temps, n'hésitez pas à les reposer maintenant. J'envoie une d'Hélène. Où peut-on Ouais. donc s'inscrire pour des plateformes gratuites? D'accord. Donc, j'en ai mentionné une qui est Udemy, la marketplace leader, donc UDUMY. Tu peux participer à acheter des cours, mais tu peux aussi t'inscrire comme formateur. Cool. Sur les outils et logiciels, je suppose que tu en parles un peu plus Oui, tard parce que j'ai pas oui. mal de questions là-dessus. Ah oui, Donc oui, mais avant de rentrer dedans, c'est on important verra que… juste, ouais, Voilà. on verra juste après tout ça. C'est ça. Euh, Est-ce que, alors il y a des questions justement, savoir si la présentation ou PDF ou vidéo sera disponible plus tard. PDF, je te laisse me dire. Vidéo, on Oui. attend nous de pouvoir lancer la chaîne et justement de pouvoir uploader les vidéos au fur et à mesure en fonction des différentes autorisations. Oui, oui, donc moi Donc, je vous partage avec plaisir le PDF. Il est autoportant, donc c'est pour ça que par endroit, bon, j'ai essayé de faire au plus light, mais l'idée c'est que vous puissiez retrouver tout ce que je vous présente. C'est pour ça que parfois c'est un petit peu rédigé. Ouais. parfait. Et puis pour la vidéo, on verra plus tard. Je vous conseille Il de y aura bien un petit écouter ce différé. qu'Ivan vous Ouais. raconte pendant cette heure-là. Ok, donc je vous rappelle le plan. Évidemment, dans la création de studios et dans la partie film, enfin voilà, on va revenir plus sur les outils à la fin et donc soyez rassurés là-dessus. J'ai pas mal de liens aussi à vous partager pour que ça soit très concret, que vous puissiez passer à la pratique immédiatement, quasiment après la fin du webinaire. Donc, est-ce qu'on voit toujours mon écran, Arthur? Oui, c'est bon. On a pas mal d'autres questions, mais j'ai Ouais, l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont être des répondues en vieux. fait dans les parties suivantes. Super. Donc on va Oui. continuer comme ça et puis on les prendra ensuite si ça va à tout le monde. Nickel. Donc après, voilà, ce premier défrichage, on va voir comment cibler le sujet, parce qu'aujourd'hui, il est question de valoriser votre expertise unique. Donc moi, je vous propose qu'on discute d'un exemple qui serait par exemple les outils d'automatisation des tâches. Et donc moi, c'est un cours, j'aimerais créer un cours sur ce domaine, ce sujet, l'été prochain. Donc, je vais vous décliner trois approches par cible de participants. Quel angle vous pouvez aborder? C'est vraiment pour vous sensibiliser à cette notion éditoriale de l'angle. Ensuite, comment ça va vous positionner dans votre expertise? Et un exemple de titre pour que vous voyez comment la promesse de valeur, on va la décliner dès le titre, parce que c'est le titre qui va accrocher votre cible. Donc, pour une cible de curieux, si j'ai une cible un peu large, un peu mal dégrossie, je peux adopter un angle de vulgarisation et me positionner en expert repère. Et par contre, là, je vais surtout développer ma notoriété et commencer à construire une audience. Donc, c'est bien si je débute. Et donc, moi, je pourrais vous proposer un petit cours sur le top 10 des outils digitaux pour automatiser ces tâches professionnelles rébarbatives en 2020. On sera en début d'année, ça sera encore mieux. Donc là, vous voyez, je m'avance sur une optique de panorama.
Ensuite, si je m'adresse à des néophytes qui veulent une initiation pas à pas, donc je vais vraiment plus prendre par la main, là, je vais me positionner en expert coach, donc en one-to-one vraiment, où je vais m'adresser plus directement à une cible. Donc, ça pourrait être pour les managers, pour au contraire les solopreneurs ou les consultants indépendants qui est mon exemple. Donc là, j'ai plutôt généré des leads puisque ce cours va intéresser des potentiels clients pour des services de conseil, d'automatisation, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ma cible étant plus fine, je vais recueillir des feedbacks avec des besoins plus qualifiés. En effet, je fais le choix d'aborder le sujet de l'automatisation des tâches sous un prisme très petit. En l'occurrence, la prise de rendez-vous automatisée dans les agendas. Donc là, je vous proposerai peut-être un cours qui s'appellerait Calendly pas à pas pour les indépendants, comment automatiser la prise de rendez-vous téléphonique avec ses prospects et ses clients. Et là, on voit bien l'idée de productivité qui est derrière. Et là, ce qui est intéressant, c'est comme j'aborde un point très précis, eh ben, un client, un participant du cours qui suivrait ça et qui vraiment trouverait la démarche intéressante pourrait me faire un retour en me disant bah, c'est bien la prise de rendez-vous sur l'agenda, mais moi, il y a d'autres choses que j'aimerais automatiser. J'ai des sujets sur la facturation, j'ai des sujets sur le traitement de mes emails, etc. Donc là, on est finalement aussi quelque part sur une démarche de marketing. Et enfin, je vous propose un troisième angle. Alors, j'aime bien cette cible des ambitieux, c'est-à-dire là, je vais avoir une audience beaucoup plus qualifiée. Et moi, derrière ambitieux, je mets les clients à plus fort pouvoir d'achat aussi. Là, j'offre une méthode clé en main, donc je vais évidemment la valoriser plus cher. Et là, je me positionne en expert consultant. Et là, je vais vraiment nourrir et éduquer ma clientèle pour laisser entendre qu'en fait, je peux aller beaucoup plus loin dans ce que je peux apporter. Déjà, j'ai une méthode qui est beaucoup plus cadrée. En upsell, je vais pouvoir vendre de la formation. Donc, pour ceux qui seraient rassurés que j'arrive les former en direct ou former leurs équipes en salle, apporter du conseil, de l'appui à maîtrise d'ouvrage, de la mise en œuvre. Et là, je vous proposais un titre que je vous laisserai critiquer en commentaire. C'est une ébauche. L'arme secrète des chefs de projet jamais débordés. Kit de prise en main de l'outil de productivité Airtable en 1 heure chrono. Alors là, je mets un peu la pression sur la promesse du temps passé, mais il faut être cohérent. Si je vends une méthode pour développer sa productivité, il faut que la façon dont je le transmette soit productive et ne prenne pas plus de temps que la mise en œuvre, ou si quelqu'un voulait se former à cet outil Airtable en utilisant les ressources gratuites présentées par l'éditeur du logiciel. À partir de là, vous voyez 3 angles. Ça va aussi conditionner la durée totale des contenus. Si je vulgarise pour des curieux à un moment donné où ma cible elle est encore très large et quelque part je veux avoir ces insights de marché, je peux faire un cours de 10 ou 20 minutes. Je mets 10 minutes parce que ça peut être une petite série de vidéos très courtes, par exemple dans une playlist YouTube dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis surtout, en vous donnant 10 minutes de temps de création, c'est très probable que vous retomberez au final sur un total de 20 minutes. Donc au début, il faut vraiment partir très court. Le cours de néophyte, pareil, j'ai mis une fourchette de temps qui double, donc entre 30 minutes et 1 heure. Là, on peut se dire qu'un pas à pas, il faut un petit peu plus de temps, que les vidéos soient plutôt des tutoriels, donc on y va tranquille, hein, sans presser. Et du coup, en moins d'1 heure, c'est assez rassurant pour l'acheteur, le participant, qui du coup se dit, bon, bah, comme ça, j'embraye, après, je paramètre mon agenda. Enfin, le dernier format, il est aussi ambitieux comme sa cible, puisque là, il va falloir être décliner une méthode plus précise, rentrer voilà, dans plus de détails, offrir du coup, voilà, parler peut-être de différents outils, parler de différents cas d'usage. Donc là, on est plutôt dans 1 heure, 2 heures, mais du coup, la recommandation, c'est de ne pas aller au-delà de 2 heures. Et donc, je vous partage le template vierge. Vous l'aurez donc dans le support. L'idée, c'est même dès aujourd'hui de jouer en fait avec au moins ces 3 positionnements. Vous êtes venu peut-être aujourd'hui avec un sujet vague. Je vous propose de brainstormer à partir de votre thème. Si vous deviez le vulgariser, faire une initiation pas à pas ou apporter une méthode clé en main,
comment vous pourriez mieux vous positionner comme expert et quel titre ça donnerait. Et déjà, l'idée, c'est de vous projeter vers un premier scénario, une ébauche de cours. Et à chaque fois, dans le positionnement, je vous ai rajouté un troisième bullet point. Vous avez peut-être des objectifs complémentaires, donc mettez-en peut-être un troisième, et pensez recyclage. Ce que vous créez dans un cours en ligne, ça peut aussi nourrir votre content marketing, et donc certaines vidéos, certains extraits peuvent tout à fait après trouver leur place dans votre funnel. Donc, pensez à ce qui pourrait être recyclé par ailleurs, et aussi d'un premier cours très succinct, qu'est-ce que vous pourriez recycler par la suite si vous faisiez un cours plus ambitieux. Ainsi, moi, je vous engage à ne pas vous lancer tout de suite dans un cours de 2 heures, mais plutôt un cours capsule que vous enrichirez en fonction des feedbacks et dont vous pourrez recycler des éléments dans un second cours plus ambitieux quand vous aurez trouvé votre preuve de marché. Voilà, donc là, je suis allée assez vite aussi. Je vous laisse le template. Je vais peut-être remonter d'un cran. Comme ça, avec Arthur, on va pouvoir prendre quelques questions. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment que vous commenciez dès aujourd'hui à réfléchir à la valorisation de votre expertise unique avant qu'on rentre un petit peu plus dans le découpage du cours et la technique de mise en œuvre. Ouais, j'ai une question de Camille notamment qui me demande quelle est la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Ah oui, créer un cours gratuit ou payant. Donc aujourd'hui, on peut appeler cours en ligne plein de choses. La question, c'est est-ce que tu monétises ou pas ton expertise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gratuits où ce n'est pas forcément évident de percer. L'important, c'est au moins de capturer des leads, donc de récupérer les emails des personnes qui accèdent à tes contenus. Sinon, tu ne pourras jamais les recontacter. Et du coup, un contenu payant, c'est on paye à l'avance l'accès au cours. Et donc, toi, ça te permet d'amortir une partie de tes coûts de production. Donc, c'est un produit, le cours, que tu intègres dans ta gamme d'offres de services au même titre qu'une prestation comme freelance, une formation en salle, par exemple. Ça rejoint sûrement la question de Vincent donc, qui demande des exemples de prix pour les différentes formations. Oui, donc on voit des pricing différents en ligne et on peut avoir aussi des politiques de promotion. Donc, sur la plateforme, la place de marché de référence Udemy où je suis, un cours peut être vendu entre 9,99 € et 199 €. Et donc, tu peux après les vendre en adressant des coupons et des liens à tes prospects. Mais des périodes de promotion vont permettre de mettre tous les cours au même prix, donc autour de 10, 12 ou 14 €, à des périodes comme le Black Friday, le Nouvel An, etc. Donc après, moi, le premier cours que j'ai fait, qui n'est plus en ligne actuellement, j'avais trouvé un prix d'équilibre à 59 € TTC, qui était à peu près aligné sur le prix des MOOC payants aux États-Unis comme sur Coursera. Et c'était un prix ancré assez haut, c'est déjà assez élevé pour un cours en ligne qui durait 2 heures. Et là, j'avais 100% des participants qui allaient jusqu'au bout parce qu'en fait, ils étaient très ciblés. Ils étaient très motivés parce qu'ils avaient quand même déboursé 59 €, qui est le prix à peu près de 2 ou 3 livres de développement professionnel au rayon des librairies côté développement pro. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais on peut retenir quelque chose, un gradient entre 9, 10 €, soit 20, 30, 60, 59, 60. Au-delà, ça va vraiment dépendre de ton carnet d'adresses de clients et de comment tu packages aussi avec éventuellement des compléments de mentorat en live par visioconférence. Tu peux rajouter des office hours et quelque chose de plus personnalisé. Donc là, tu peux faire de l'upsell. Ça, moi, personnellement, je n'ai pas encore testé, mais je sais qu'on peut. Ça marche, top, merci beaucoup. François demandait, lui, si ça jouait d'être enregistré en tant que formateur pro avec un numéro d'enregistrement. Ça, c'est si tu veux vendre effectivement en B2B. De plus en plus, les entreprises vont se faire financer la formation en ligne au même titre que les formations en salle.
En plus, là, il y a eu pas mal d'exceptions de levée pendant le confinement, donc des formations qui avaient été prévues en salle et dont la prise en charge par les OPCO était validée. Finalement, la prise en charge pouvait aussi valoir si la formation devenait dématérialisée. Donc, à terme, ça sera effectivement un atout. Maintenant, si ton cours ne coûte pas trop cher et puis il n'a pas vocation à être certifiant, pas mal de personnes, notamment dans les entreprises, les achètent et peuvent se faire rembourser en note de frais, comme s'ils achetaient un livre de développement professionnel. Donc, après, si tu as un numéro d'OF, ça suffira, tu pourras faire des devis, mais ça ne suffirait pas à délivrer des formations certifiantes. C'est encore un autre sujet. Et je ne suis pas experte après. Ça marche. Est-ce que tu as une idée des frais en moyenne qui sont pris par les différentes plateformes? On peut peut-être parler de Udemy en tout cas, je ne sais pas moi Ouais. trop pour Alors, les autres. il y a deux modèles. Donc, les autres qui peuvent être donc les plus connus que j'ai croisés chez mes clients, c'est Teachable, LearnyBox, il y a AirTeach qui est français. Il y en a pas mal en fait, ou parfois des outils marketing qui proposent donc eux des abonnements mensuels. Donc, finalement, tu commences à payer ton abonnement au logiciel en SaaS avant d'avoir commencé à vendre ton cours. Et là, il y a tout un tas de gammes de prix. Et Udemy, c'est le contraire. C'est dès que tu commences à vendre, là, tu as une commission qui est prise. Qui peut être de 50 à 75% si tu actives la fonctionnalité promotionnelle. Et donc, c'est eux qui amènent tout le trafic et tout le marketing. Donc, moi, je vends le cours tous les mois sans même des fois faire d'opérations de communication. Et par contre, quand c'est moi qui partage le lien, là, la commission, elle est quand j'amène le trafic par des liens de mes clients, la commission, elle est beaucoup plus réduite, c'est quelques pourcents. Donc là, c'est intéressant. Donc, tout dépend de là où tu mets le curseur en termes de marketing digital et de temps que tu veux y passer. Ok, L'un dans l'autre. ça marche. Et c'est envisageable pour toi de délivrer la formation en direct pour récupérer justement 100% des gains? Comment est-ce que toi tu l'as fait ou est-ce que tu connais des gens qui l'ont fait sur leur propre site ou... Oui, il y en a qui le font, donc tu peux sur ton propre site. Mais par contre, entre le coût de développement d'une plateforme où en fait tu as une chronologie avec une progression entre les vidéos et éventuellement des supports écrits type articles, des quiz, et puis un outil de mail pour relancer les participants, pour les motiver. Finalement, entre tout redévelopper et acheter sur étagère une solution donc de plateforme de cours comme j'ai cité, mais ou parfois tu as des extensions WordPress aussi qui existent, bah ça se paye, mais autant le prendre sur étagère. De toute façon, l'important après, c'est de se concentrer sur ce qui prend beaucoup de temps, le marketing digital, et d'amener du trafic dessus. Donc, quelle que soit ta solution technique, elle ne fera pas le job d'amener des internautes sur ta page. Donc, moi, je ne conseille pas de tout redévelopper de A à Z, quoi. C'est à toi de voir et d'agencer. Ok, ça marche. Avec Sidic, peut-on intégrer son cours Udemy sur son propre site web? Oui, je suppose qu'il y a des moyens de pouvoir Euh, rediriger, non? Oui, tu peux rediriger le trafic et auquel cas, c'est bien des liens comme des liens d'affiliation. Donc là, tu payes la commission minimale. Par contre, après, les participants font toujours le cours dans Udemy et donc ils doivent se créer leur compte sur Udemy. Ça marche. Top. Il y a encore pas mal d'autres D'accord. questions, mais qui regroupent peut-être ce qu'on va voir D'accord. ensuite. Mhm. Je te propose, Yvan, si ça te va, qu'on passe à la partie suivante et puis on en D'accord. reprendra d'autres un peu plus tard. Ok, ça marche. Alors, je repartage mon écran. 11h35, ok. Alors, on va voir comment se filmer ou pas. Donc, je vais vous présenter trois formats vidéo. C'est volontairement réduit à ce qui peut être réaliste de faire quand on a des moyens limités. Et donc, je vais vous expliquer à chaque fois les atouts des formats, la durée recommandée pour une vidéo et ensuite la difficulté de conception et de montage associée. Donc, le premier format, c'est le face caméra. Donc, sur un fond tout à fait standard, vous allez faire un exposé plutôt magistral. Et là, on est dans une démonstration argumentée.
Donc, vous pouvez aller de 2 minutes 30 avec quelque chose de très condensé et impactant, mais qui peut être par exemple l'introduction du cours, jusqu'à 7 minutes. Et 7 minutes, c'est la limite de l'attention face à une vidéo en neurosciences de l'apprentissage. Donc, ça vous laisse une marge de manœuvre pour vous filmer, délivrer votre enseignement et éventuellement, dans un second temps au montage, donc en post-production, surimposer du texte, désencadré comme l'exemple que je vous montre issu de mon cours, et éventuellement des images et des plans où vous n'êtes plus à l'écran, on vous entend et on va passer une planche d'illustration. Donc, des trois que je vous présente, c'est celui où, en conception, en montage, on a l'investissement en temps le plus important, notamment parce que plus vous faites un format condensé, plus il faudra écrire un script à mémoriser ou à lire sur prompteur. Et donc, ça, c'est du travail d'écriture qui permet de rester dans ce format ultra efficace. Ensuite, un format que j'aime beaucoup et qui est sous-utilisé, c'est le schéma au tableau ou le whiteboarding. Là, si vous avez un exposé vraiment linéaire à faire, qui voulez le rendre progressif et vous donner un peu plus de temps, et c'est très visuel, c'est vraiment sympa pour les participants de vous voir en fait le dessiner, de suivre le mouvement de la main et du stylo sur le tableau blanc. Ça peut sembler scolaire en prime abord, mais là, je vous ai partagé un exemple que vous pouvez retrouver avec un petit lien Bitly, pomme-banane. C'est 7 minutes sur Open Classrooms pour comprendre le machine learning avec des pommes et des bananes. Donc là, si vous en avez marre de me voir, allez voir maintenant cette vidéo et revenez dans 7 minutes. Mais en fait, moi, quand j'ai vu cet exemple, je me suis dit que voilà, l'enseignement, il avait tout compris. On recrée vraiment une situation didactique qui est sympa. C'est sans prétention parce qu'en plus, votre dessin, évidemment, vous l'avez préparé, mais il a ce côté très immédiat, quasi artisanal, mais qui va vraiment favoriser l'attention des participants. Et là, vous vulgarisez des concepts un peu abstraits. Et l'avantage, c'est que vous avez un peu plus de temps, vous pouvez vous reprendre, on ne vous en voudra pas s'il y a un… Voilà, au niveau du langage, si vous vous reprenez. Du coup, le montage, il est beaucoup plus direct. Au montage, il n'y a rien à surimposer, sauf peut-être votre logo. Et donc, vous pouvez jouer juste sur la largeur des plans qu'on vous voit devant l'écran, le tableau, et ensuite, par exemple, que le schéma et la main. Donc ça, pour moi, c'est une façon d'optimiser votre production. Dernier exemple, le screencast en voix off, c'est-à-dire la capture de votre écran où vous déroulez un exposé illustré, par exemple sur PowerPoint. Et là, vous avez le choix. Si vous êtes plus ou moins timide face à la caméra, vous pouvez passer en voix off seul, puisque de toute façon, un screencast de diaporama, ça sera toujours plus engageant qu'un simple diaporama, parce que les gens, ils n'aiment pas lire, et lire tout seul, et ça peut vite les lasser. Donc là, votre voix, en fait, encore une fois, les emmène dans le contenu avec un certain rythme, et donc ça va les engager. Et si vous voulez, selon les applications de screencast, vous pouvez aussi vous voir en webcam. Donc comme moi aujourd'hui, vous voyez mon PowerPoint, vous avez un tout petit encadré avec ma tête dans un coin. Certains le font en rond, en rectangle, ce que vous voulez. Et moi, j'utilise Screencast-O-Matic. Vous avez plein d'applications ou d'extensions de navigateurs sur Chrome et Firefox. Et là, l'intérêt, et c'est vraiment celui qui est le format qui est le plus simple à s'approprier avec juste le temps de la conception du PowerPoint, pas de temps au montage, ça sort tout seul entre le début et la fin où vous vous êtes enregistré. Et là, vous pouvez monter à 10-12 minutes. Donc, en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez dépasser la limite d'attention des 7 minutes. Pourquoi? Parce que plus c'est détaillé et plus vous êtes dans une logique de tutoriel, plus les participants, ils mettront en pause, ils feront ce que vous racontez, ils y reviendront. Donc, ce n'est pas embêtant si vous ne découpez pas les vidéos en tout petits segments. Voilà. Et là, j'ai essayé de faire une partie très compacte, très courte, pour vraiment aller à l'essentiel et vous rassurer sur la variété des types de vidéos sur lesquelles vous pouvez jouer. Et après, on parlera du plan. Donc, je vais peut-être prendre une ou deux questions, Arthur, et puis comme ça, on va pouvoir voir comment ça se traduit pour le plan. Ok. Alors, si on n'a pas de tableau blanc, demande Véronique.
Oui, et bah, tu peux peut-être en trouver un, demander à ton réseau. Moi, j'ai un paperboard portable. Donc, attends, je vais te le montrer. Et voilà, c'est du live. Donc, en fait, comme tu n'utiliseras pas toute la surface d'un tableau blanc de 4 mètres sur 3, tu peux t'acheter ce qu'on appelle un table paperboard ou un sticky d'une célèbre marque de fourniture de bureau et ça coûte pas cher. Donc, ça ou une grande feuille de papier, c'est jouable. Et sinon, chez Leroy Merlin, tu peux acheter de l'enduit pour un mur blanc qui permet d'effacer ce que tu écris sur ton mur. Ça existe aussi en vernis pour les surfaces. Top. On a Zineb, Frédéric, plusieurs personnes qui demandent quels Ouais. sont les outils logiciels pour faire des screencasts. Oui, moi j'utilise donc Screencast-O-Matic, je vous l'écris, c'est Screencast-O-Matic, ça c'est super. La version gratuite te permet de te faire une idée et ensuite tu peux upgrader la version payante, tu n'es pas limité à 15 minutes. Donc c'est pas gênant parce que moi je te recommande d'aller maximum à 12 minutes. Et l'autre que j'utilise, c'est une extension sur Google Chrome et il s'appelle Screencastify. Il est pas mal aussi. J'ai une personne qui demande ce qu'est un screencast, si tu peux réexpliquer peut-être Ouais, en 3 mots ce que c'est. ouais. Quand tu regarderas ce webinar sur YouTube, ça sera un screencast parce que Arthur, il aura enregistré ce qu'il voyait à l'écran avec le son synchronisé. Donc, si tu sais faire une capture d'écran pour une image, c'est pareil, c'est-à-dire que le logiciel, il enregistre tout ce qui est affiché sur ton écran d'ordinateur avec le son synchronisé. Ouais, j'ai quelques retours me disant qu'on voit Hmm. pas bien les caméras où c'est figé. Il n'y a aucun problème sur les slides. Donc on n'a pas vu ton tableau, Ivan, je suis Ah, désolé. je vais le remontrer. Je sais pas si les gens le voient là. J'ai pas Ah ok, là d'action, c'est mais bon, on voit bien les c'est caméras. mieux. Ok, si on prend Bah là, le comme ça, tu as tableau même portable la comme ça. référence. Après, je sais pas en droite-gauche si c'est. Non, non, je pense que là on voit bien. Voilà, donc c'est quand même une belle bête. Donc tu as 50,8 cm x 58,4 cm. Et du coup, si tu cadres bien avec ton smartphone, normalement, tu n'as pas besoin de plus grand. Cool. Et donc oui, voilà, Screencast, ça vous permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire à l'écran. Exactement. Top, pas de questions en plus sur cette partie-là, j'ai l'impression en tout cas. L'extension Google Chrome, on vient de la Screencastify, ouais. partager. Attends, je vais la Ouais, remettre. c'est que c'est remonté. Ouais. Hop. Là où Ouais. Et Ivan, j'ai des quand notes. on voit un Ouais. message, tu peux sélectionner tous les conférenciers et les participants, comme ça tout le monde le voit. Ah, d'accord, je me suis C'était peut-être trompée. ça. Je pensais que c'était le cas, mais en Screencastify. fait, ça remonte très Hop. vite comme il y a plein de commentaires, effectivement. Ça sera dans le support, je le rajouterai pour que vous l'ayez écrit noir sur blanc, rassurez-vous. Hop, parfait, merci Ayman. Ok, cool. Là, il y a des questions sur comment filmer justement le travail sur la table. Est-ce que tu utilises ton smartphone, etc. Ça, c'est Ouais, peut-être ce qu'on c'est voit du juste après. smartphone, ouais. Et travail sur table, c'est un peu la même idée que tableau blanc. Donc, tableau blanc, tu es à l'horizontale et tu fais ton schéma. Moi, j'en ai déjà fait en tuto, par exemple, pour expliquer comment faire du journaling. Là, tu orientes ton smartphone vers le bas, donc il vaut mieux avoir un trépied qui permet de l'orienter. Et après, effectivement, on ne voit plus que tes mains et ce que tu dessines, ce qui est valable aussi si tu fais du graphic design, n'importe quoi avec un stylo et une feuille, quoi. Donc, tout à fait, c'est très recommandé. Et en fait, c'est aussi une technique de téléachat de montrer les mains en train de faire l'action. C'est ce qui est plus immersif en fait dans ta démonstration. Donc finalement, ça remet un peu en perspective l'idée de faire tout en motion design, donc tout en animation, tout en virtuel. Finalement, on préfère te voir faire le geste technique. C'est une des meilleures façons d'enseigner, quoi. Top. J'ai une question de Fabien qui demande Ouais. si on peut faire des formations en live ou si ça n'a aucune utilité sur la plateforme Udemy.
Ah oui, alors sur Udemy, je ne crois pas. Et surtout, j'ai oublié de préciser en introduction, là, l'idée, c'est comme vous êtes freelance ou solopreneur et que la création de cours, c'est un plus. L'idée, c'est qu'une fois que vous l'avez créé, il est en boîte, il est sur étagère, vous le vendez comme un produit. Donc, le problème, si tu fais des cours en live, c'est que ça va te prendre ton temps. Et donc, il faudra t'assurer d'avoir autant de participants qui payent un certain prix que si tu vendais ton temps à l'heure ou à la journée en tant que freelance sur Malte. Donc finalement, l'idée, c'est que ça quand même, ça travaille un petit peu dans ton dos une fois que tu l'as créé. Moi, je ne connais pas la structure de coût, le business model de faire des cours en live, enfin, à moins que tu fasses du coup comme de la formation en salle et que tu arrives à justifier un prix équivalent. Souvent, les clients en B2B vont s'attendre à ce que ça soit moins cher. Donc, du coup, ben, tu valorises moins ton temps de main-d'œuvre. Top, ça Voilà. marche. Cool. Bah écoute, on peut peut-être passer justement à la partie d'après Ouais. sur le plan et puis on Le fera un plan, petit cet et je suis exercice-là pénible parce que je ensuite. garde la technique pour la fin, mais vous allez voir qu'avec tous mes conseils sur la conception, vous allez optimiser vos temps sur la technique. Et en fait, si vous commenciez à vous poser la question de la technique avant du contenu, bah, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne vous emmènera pas aussi loin que vous pourriez espérer. Donc, je vous repartage mon écran. Allez, c'est reparti. Youhou. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il y avait 3 types de vidéos que je vous recommande qui permettent d'alléger votre temps de conception, je vais vous apprendre vite fait comment décliner votre plan pour être dans cette recherche de concision et d'efficacité. Je vais reprendre l'exemple 2 donc à l'attention des néophytes qui serait Calendly pas à pas pour les indépendants. Moi, je préfère partir d'un exemple concret pour que vous puissiez voir. Donc, ça sera en 2 pages et ensuite la synthèse du temps. En introduction, je vais vouloir incarner mon expertise. Donc là, si j'ai une vidéo face caméra à faire, c'est la première. Et en plus, comme je vous ai montré que les participants étaient de moins en moins assidus au fur et à mesure d'un cours, c'est une technique de pyramide inversée. On met le paquet au début parce qu'au moins on est sûr que les personnes qui s'inscrivent verront le début du cours. Après, la suite, ça dépend plus que d'eux. Ensuite, dans l'introduction, je me suis dit que c'était intéressant quand on parle de la prise de rendez-vous dématérialisée sur les agendas automatisés, tout ça, de parler du parcours utilisateur vu du client et là de faire une vidéo schéma au tableau ou à la main, donc sur un papier à la verticale sur mon bureau, justement pour projeter dans le cas d'usage. Et ensuite seulement, le cœur de mon cours, c'est plus démonstratif, c'est comment je vais modéliser ma semaine type, préparer mon agenda, prendre en main l'outil Calendly, donc le logiciel dont je parle à proprement parler. Et là, je passe tout en screencast. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de tutoriel. Et donc, vous voyez, là, j'ai granularisé en termes de durée à chaque fois. Je prends une action, un verbe d'action et je mets 2, 3, 5 minutes. Je ne mets pas tout de suite 7 minutes puisqu'à l'usage, je verrai si certaines vidéos sont plus longues. Donc, au début, je pars sur quelque chose de très minimal et là, j'en ai 19 minutes. Comme ça, après, je conclus mon cours éventuellement en revenant face caméra. Au début, j'étais face caméra, on connaît ma voix, je suis passée complètement invisible, mais toujours avec le lien, c'était ma voix off. Donc, je peux revenir à la fin pour faire des recommandations, quelque chose d'assez convivial qui va marquer positivement les esprits et encore une fois affirmer mon leadership sur le sujet. Pourquoi pas proposer des services additionnels. Et puis en annexe, là, je peux me faire plaisir, recycler une vidéo screencast que j'ai fait dans mon cours sur la gestion du temps, offrir des liens utiles, des bonus, des choses que je pourrais rajouter rapidement. Donc si je vous montre cet exemple très rapide, c'est que j'arrive à un cours de 30 minutes où en fait, j'aurais peut-être fait que 3, aller à 5 minutes max de vidéo face caméra. Donc là, je peux boucler ça en une demi-journée, montage inclus. Ensuite, vidéo schéma face au tableau, voilà, selon ce qui s'y prête dans le sujet, ça peut être en introduction, ça peut être plus loin dans la démonstration. Je pars sur 3,30, sachant que j'ai une marge jusqu'à 7 minutes. Voilà, là, je pense qu'à un moment donné, ça va être une belle démonstration de mon savoir-faire et de comment je peux concevoir une solution, parce que là, on est déjà dans du consulting quelque part, puisque le paramétrage des agendas et de rendez-vous, il est différent pour les clients. Donc, certains vont se dire, non, moi, je veux qu'on m'aide à mettre en place mon paramétrage. Et puis, après, vous voyez, en screencast, entre la démonstration et les annexes, je suis un peu plus de 20 minutes. Et au total, je tiens dans les 30 minutes. En tout cas, ça donne une guideline
pour la production, pour aussi, en fonction du temps que vous passez au moment de la conception, vous dire et au montage, suivre votre productivité et pas en faire trop. L'important, c'est de sortir tôt votre cours pour tester votre marché et en fonction des feedbacks, vous pourrez toujours rajouter des vidéos, des chapitres. Voilà, et donc ça, j'en parle vraiment pour faire le lien avec les formats de vidéos que je recommande avant qu'on puisse maintenant effectivement rentrer un petit peu plus dans la technique du studio vidéo. Est-ce qu'on a des questions, Arthur? Laisse-moi revoir, il y a des personnes qui demandent l'outil que tu as utilisé pour faire tes tableaux. Ah oui, les derniers, c'est oui, alors c'est Airtable. Donc Airtable, c'est l'avenir des Excel, Google Sheet et autres. Donc ça, je vous mettrai le lien aussi. Je ne l'ai pas à l'écran. Ça permet tout de suite de faire ce tableau croisé dynamique pour calculer en fait en temps réel tes totaux et esthétiquement, c'est plus sympa. Je vous mettrai le lien. Je vous le mets donc à tous les conférenciers. Voilà, du coup, c'est un outil de productivité aussi que je citais un petit peu plus haut dans mon exemple pour automatiser. Ok. Hop, il y en a pas mal qui ont défilé. Est-ce que tu conseilles de faire beaucoup de vidéos courtes ou quelques vidéos longues? Et ça rejoint la question aussi de Lucie. Chaque formation est-elle découpée en mini-vidéos? Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, très peu de gens sont attentifs plus de 7 minutes. Ils peuvent rester 10-12 minutes si tu fais un tutoriel. Et le problème, c'est comme en plus on peut être interrompu et qu'en plus on se forme de plus en plus dans les transports en commun, en mobilité et autres. Imagine, tu fais une vidéo de 40 minutes et il n'y a plus de réseau et ton apprenant il est dans le RER. Tu crois qu'il a envie de revenir plus tard sur la vidéo et de se dire où je remets le curseur, je me suis arrêtée à 6 minutes 30 ou à 7 minutes. Donc en fait, c'est aussi une façon de les aider à se repérer et à revenir plus vite dans le contenu quand ils se reconnectent, puisque encore une fois, une séquence d'apprentissage, ça va être dans le meilleur des cas 20-30 minutes. Donc il faut que ça puisse être découpé pour pouvoir y revenir et rapidement retrouver le fil. Donc moi, c'est ce que je recommande. Après, ça dépend évidemment de ton expertise, mais n'imagine pas que tu vas faire une conférence en ligne et que les gens vont suivre ça et boire ça comme du petit lait, quoi. L'enjeu, il est vraiment dans la recherche de concision et de granularité. Top. J'ai Xavier qui demande si tu peux revenir sur la pyramide inversée, savoir ce que ça voulait dire, ce que ça Oui, impliquait. alors effectivement, je suis passée très vite là-dessus, donc merci de poser la question. L'idée, c'est que le début du cours, c'est là où tu vas investir le plus de moyens. Donc, tu te filmes face caméra, donc ta vidéo, tu vas faire un montage peut-être plus élaboré, en intégrant des mots-clés, des encadrés, d'autres images d'illustration. Et en fait, plus tu avances dans le cours, donc où de moins en moins de gens vont aller vraiment au bout du cours, plus tu peux te permettre des formats vidéo comme le screencast, qui est beaucoup plus light à mettre en œuvre et qui normalement, surtout si tu en fais plusieurs, te prendra moins de temps à concevoir. Donc finalement, tu optimises. Il ne faut surtout pas te dire je vais soigner la conclusion pour que ça soit un feu d'artifice final. En fait, tu n'as peut-être que 25% de tes inscrits qui verront la conclusion. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet et investir. Donc, l'idée, c'est que les moyens que tu mobilises sont plus importants au début. Et plus tu avances à la fin du cours, plus c'est des choses annexes où tu as moins de soucis de perfection, quoi. Ça marche. J'ai une question sur le logiciel que tu utilises toi pour faire ton montage vidéo et Ouais. comment tu assembles tous les éléments une fois qu'ils sont produits. Est-ce que c'est directement sur une plateforme? Est-ce que c'est toi avant? Ouais, alors moi je monte sur tablette avec LumaFusion. Donc en fait je monte là-dessus. Donc pour moi c'est pas trop petit et ça permet d'avoir une timeline et puis aussi de se restreindre à pas faire des tonnes et des tonnes d'effets. Donc moi j'ai adopté donc comment dire la méthode des journalistes mobiles comme Laurent Claus dont je citais le MOOC des Gobelins tout à l'heure sur France Université Numérique. Lui, il monte même sur smartphone directement, ou plutôt sur iPhone d'ailleurs. Donc, tu peux monter même pas sur ordinateur, quoi. Et donc, plus tu montes en mode light, moins tu vas faire de fioritures,
plus tu vas aller à l'essentiel et les logiciels coûtent pas cher. C'est-à-dire que les premiers, dans ceux que je vais vous recommander, c'est 20 € le logiciel. Alors que dès que tu es sur écran, donc LumaFusion par exemple, c'est une vingtaine d'euros et tu l'achètes en une fois. Sur desktop, donc sur ordinateur, moi j'ai essayé de monter aussi sur Adobe Rush CC, donc la version light pour les youtubeurs de Adobe Pro, qui est plus connue pour les graphistes et tout. Et en fait, c'est 100 € par an, mais parfois ça fait mouliner mon ordinateur, qui est pourtant très puissant, alors que du coup, des logiciels très légers de mobile journalisme sur smartphone ou sur tablette peuvent être hyper performants et tu as un rendu qui est vraiment pro parce que tu as toutes les fonctionnalités pour exporter ta vidéo à une bonne résolution. Ça marche. Je reviens, il y en a certains qui partagent justement des liens qui recommandent certains logiciels, certains outils. N'hésitez pas à bien sélectionner tous les conférenciers et les participants sur Zoom pour que tout le monde puisse voir votre message et puisse voir aussi Ah oui, c'est les différents outils. Ah oui, Je c'est vois super mais il y en a c'est que le nous, deuxième choix. il y a Kivan et moi Il y a que nous qui qui les voyons. lisons. Donc, je sais plus InShot notamment qui était recommandé Ouais. par Vincent. Ah, InShot, je C'est connais bien pas. Ouais. à Après, il y cliquer a, voilà, sur tous les conférenciers et participants. il y a pléthore de logiciels. Donc, moi, je vous cite ceux que j'utilise et j'espère que je n'écorche pas les noms. Après, effectivement, les offres, elles sont très vastes. Il faut que vous vous sentiez à l'aise, en fait. C'est pas parce que moi, je vous dis d'utiliser tel ou tel. Si vous en trouvez un qui vous va, enfin, lancez-vous vraiment avec plutôt des outils où vous êtes à l'aise, en limitant les frais au départ ou essayez des versions gratuites. Et si vraiment ça vous botte, bah là, continuez avec ces logiciels-là. Ok, parfait. Est-ce que tu as une autre partie après, Oui, Ivan, il ouais, me semble? Ok, ouais, parce que ouais. là, il nous reste officiellement Gratos. 7 Ouais, minutes. On d'accord. va sans doute déborder un petit peu, mais au moins qu'on puisse faire celle-ci et puis on continuera de prendre des questions ensuite, si ça te va. Oui, avec plaisir. Ok. Donc, c'est reparti. Voilà. Donc, le studio minimal, je vous montre deux visuels que j'ai trouvés sur Teachable. Donc, vous aurez aussi le lien Bitly là en bas à droite pour grossir. Si vous partez sur quelque chose de live comme du screencast où vous filmez sur un fond chez vous dans un bureau, vous avez des exemples de mise en place et on voit qu'il va y avoir trois sujets qui sont le sujet du son, le sujet de la lumière et ensuite le sujet des accroches et des supports pour le matériel. Donc du coup, vraiment, j'insiste, c'est d'abord à la qualité du son qu'on mesure la qualité d'une vidéo. C'est plus difficile de s'accrocher à une vidéo quand on entend un grésillement, un son de mauvaise qualité ou un écho, que si l'éclairage il est un petit peu surexposé ou sous-exposé. Donc, c'est important d'investir dans un micro filaire ou à minima le kit main libre de smartphone si vous faites du screencast. Donc, on est en format comme un webinar, donc comme là. Ensuite, quand vous filmez en smartphone, vous mettre en mode avion. Et surtout, d'amortir le son autour de vous pour éviter l'écho, puisqu'on croit qu'il faut se mettre dans une pièce vide, grand mur blanc, qui rien. Au contraire, il faut qu'il y ait des textiles, canapés, plantes vertes, rideaux, tout ça. Tout ce qui peut amortir le son et faire attention à toutes les bouches d'aération et les ventilations, puisque souvent, c'est après coup, après le tournage, et ça m'est arrivé, c'est du vécu, que j'ai entendu qu'il y avait une ventilation, mais mouse derrière. Et là, nettoyer des pistes de son, c'est juste l'horreur. Alors, vous pourrez toujours améliorer un petit peu votre lumière. Au moment du montage, c'est beaucoup plus intuitif dans les logiciels que, alors là, on ne s'improvise pas ingénieur du son. Donc, du coup, éviter les environnements bruyants, climatisation et ventilation. Et puis, éviter de manipuler, si vous avez branché un micro filaire donc sur le smartphone, de devoir l'enlever et le remettre sans cesse parce que ça peut créer des bugs. Et donc, c'est là où moi, dans la liste de matériel que je vais vous proposer, je vous propose de prendre un fil très, très long pour ne pas avoir, dès que vous bougez pendant votre tournage, à débrancher, à rebrancher le micro-cravate. Donc, équipement minimal, ça, c'est la checklist pour avoir une première idée. Après, vous aurez quelque chose de plus détaillé. Donc, en screencast tout simple, vous avez un ordinateur avec une webcam, c'est bon. Éventuellement, si la webcam est à côté, rehaussez-la pour être vraiment à la bonne hauteur. Le kit main libre de smartphone, normalement, suffit. Sinon, un petit micro-cravate, ça peut être bien. Il faut le placer sur le cœur, donc à 15-20 cm de la bouche pour ne pas crachoter dessus. Travaillez bien votre lumière. Si besoin, ajoutez une lampe pour avoir un beau teint.
Et puis le fond, il est ambiant, donc à vous de trouver le bon cadrage. Et par contre, il n'y aura qu'un cadrage, c'est ça, c'est plutôt du gros plan. Mais vous êtes autonome, pas besoin d'assistant. Ensuite, en face caméra ou en whiteboard que je vous ai proposé tout à l'heure, là, il faut filmer au smartphone au format paysage, donc 16:9. Là, ça vaut le coup d'investir dans un grip et un trépied et c'est vraiment pas cher. Si vous n'avez rien contre Amazon, je vous fournis la liste tout à l'heure. Et moi, j'ai investi dans un micro-cravate avec un fil de 6 mètres et vraiment, pour faire les allers-retours entre le smartphone et le plan où je me filme en pied ou en plan américain, c'est vraiment pratique et ça évite des bugs au niveau du son. Là, l'éclairage, selon le lieu, il faut vraiment être attentif à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc, si vous filmez l'hiver ou aujourd'hui quand il fait gris, ben, voyez ce que vous pouvez rajouter comme point de lumière. Et donc, au besoin, je vous mets en option un éclairage à LED si vous trouvez quelque chose pareil, pas trop cher. Le cadrage, en fait, si vous filmez en haute résolution et que vous exportez votre vidéo après le montage en basse résolution, bah, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire des zooms en vous filmant qu'une fois. Donc là, c'est intéressant en fait techniquement de dégrader un petit peu la résolution des vidéos à l'export, donc de passer de 1980 à 720p pixels pour du coup dynamiser votre montage. Et ça, on l'apprend et on le fait vraiment très rapidement dans les logiciels de base. Par contre, moi, ce que je conseille pour un premier tournage, c'est d'avoir un assistant ou un miroir pour faire le contrôle que votre gestuelle, elle est cohérente. Surtout si vous vous filmez jusqu'au niveau de la taille et que vous vous engagez les mains et les bras. Donc, c'est bien d'avoir un feedback au début, donc de mobiliser quelqu'un de votre entourage et en tout cas de faire une vidéo test si vous êtes tout seul pour ensuite ajuster le tir et améliorer un petit peu cette prestation oratoire. Voilà, et j'ai rajouté en option, donc en haut à droite, si vous êtes face caméra sur des formats très courts et condensés, donc ça c'est ce dont moi personnellement je suis adepte, j'écris tous mes scripts, donc pour créer un prompteur, on ne va pas acheter un prompteur comme au JT à la télé, mais on peut le faire aussi sur tablette, et donc là il faut un accrochage et un support de tablette, donc c'est le même trépied que pour le smartphone que vous utilisez pour votre tablette. Et par contre, le grip au-dessus, il va être un petit peu plus élaboré. Donc, je vous partage aussi le lien vers que vous ayez au moins un exemple de comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, comme je ne pourrais pas vous détailler tous les logiciels, en bonus, je vous ai créé une boîte à outils sur Notion. Donc, je vais vous repartager le lien Bitly, mais en gros, c'est BAO comme boîte à outils en majuscule, -premier, -court. Et là-dedans, vous retrouverez dans matériel et logiciel des listes avec les liens vers les tutoriels ou vers les liens d'achat. Et je les ai passés en revue tout à l'heure. Ils sont globalement disponibles et en stock sur Amazon, sauf si vous êtes 430 et vous mettez tous à acheter les mêmes. Mais ça vous donne des exemples de références. Et puis, à vous de voir dans ce que vous avez déjà comme matériel ou vos proches, ce que vous pouvez récupérer comme pied photo, ce genre de choses. Donc, je vais vous redonner dans la messagerie le petit lien. Hop. Non, je vais arrêter le partage. Et là, j'ai fait très compact. Mais c'est vrai qu'après, comme vous avez tous des configurations différentes, je pensais que c'était plus utile de vous partager ma base de logiciels et d'accessoires pour que vous puissiez faire votre tri. Et vous verrez, c'est organisé en colonnes en fonction de studio minimal, studio intermédiaire. Et par contre, si vous avez quelques besoins plus poussés, j'avais noté d'autres références pour mémoire. Trop cool. À la limite, ce qu'on pourra faire, Ivan, si c'était OK, on pourra peut-être télécharger justement au format PDF la présentation pour l'inclure au Notion. Comme ça, les gens pourront retrouver peut-être les slides à l'intérieur aussi. Oui, absolument. Donc, il est bien en PDF dedans, ouais. OK, Vous avez bon, bah boîte à parfait. outils, puis le support. Donc, il y a un lien, one ring to rule them all. Donc là, il y a un lien où vous retrouvez normalement l'intégralité. Vous reconnaissez ma patte boîte à outils. C'est un peu ce que j'essaie de vous faire dans le webinaire. C'est ce que j'essaie de faire dans mes cours. C'est vraiment de fournir les ressources et des bonus à la fin. OK, top. Bon, en tout cas, merci infiniment, Ivan. C'était trop cool. J'ai envie de créer mon cours moi aussi cet Ça y est. après-midi.
Ouais, je pense pas que j'aurai le temps. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, je suppose qu'il y en aura beaucoup des questions. On ne pourra pas toutes les prendre. Notez bien le lien, en tout cas là qu'on remet plusieurs fois pour Mm, retrouver toutes les informations. Comme ça, vous pourrez y retourner vous quand vous pourrez. énorme. Voilà, parce que je vois encore comment avoir les slides. Voilà, notez bien Ouais, ça le défile lien. beaucoup. Ouais. On va le repartager une dernière fois à la fin. Merci infiniment. Je trouve qu'on a pu répondre quand même à pas mal de monde. Est-ce qu'il y a quelques autres questions? Ou est-ce que toi, Evan, tu voulais Bah, moi, conclure, j'avais une redire un question. dernier mot? C'est, en fait, c'est super que vous mettez tellement de commentaires que j'arrive vraiment pas à les lire. Mais je sais pas, du coup, Arthur, si tu pourras me faire un export des commentaires et des questions. Comme ça, je verrai s'il y a eu des trous dans la raquette. Moi, le Notion, je peux encore le mettre à jour cet après-midi. Donc, justement, en fonction des questions qui ressortent, si vraiment il y a des choses où j'ai fait l'impasse sans le vouloir, je le mettrai à jour dans la foulée. Donc, je ne sais pas, Arthur, si tu as moyen de m'exporter la conversation écrite. Ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà, parce que là, je sens beaucoup d'intérêt, donc merci. Je suis très flattée et c'est vrai que bon, bah, c'était un challenge de faire ça en une petite heure. Moi, l'idée, c'est vraiment, si j'ai un message, c'est de vous encourager à vous lancer sans trop vous mettre de frein justement sur l'aspect technique, parce qu'il vaut mieux faire une vidéo test, recueillir des feedbacks auprès de vos contacts et voilà, d'un ou deux clients test ou profils qui seraient dans votre cible pour prendre confiance et itérer et avoir cette stratégie des petits pas. Parce que moi, la première année, j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir faire quelque chose d'incroyable. On m'avait prêté un studio fond vert, donc je me suis dit, je vais faire du fond vert. Donc, ne faites pas de fond vert, à moins d'avoir un brushing impeccable ou d'être chauve, parce qu'avec ça, c'est juste pas possible. Il y aura toujours des reflets verts. Et donc, en fait, il y a des erreurs débutantes que j'espère vous épargner. Bah, vous en ferez quand même un peu. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être fier de mettre en avant votre expertise et de trouver ce qui la rend unique, même si ça vous semble anecdotique à vous. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un en lui apportant un tutoriel qui va lui faire gagner des masses et des masses de temps. Donc réfléchissez de façon ingénieuse à ce que vous pourriez transmettre. Et je pense que ça prend d'autant plus sens en période comme actuellement pendant le confinement. Donc soyez fiers de transmettre et même si c'est une vidéo de 3 minutes, bah, soyez sûr que vous aurez un impact. Cool. Ça répond un petit peu à la question de Vincent qui demandait justement comment sonder les besoins réels de sa communauté. Je sais pas si toi, tu as déjà organisé Mm. c'est ça, des sondages ou comment tu pouvais un petit Mm. peu observer ce qui était demandé, mais c'est important évidemment, oui, Ouais. de pouvoir s'adapter aux Moi, personnes par avec qui on exemple, s'adresse. ouais, bah, deux exemples. Quand j'ai lancé mes réflexions, moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis un post sur LinkedIn et j'ai juste demandé aux gens comment vous vous formez. Et là, sur mon dernier cours sur la gestion du temps, je me suis documentée, mais ça aurait pu être aujourd'hui, où est-ce que tu as l'impression de perdre du temps? Et simplement écouter et comprendre en fait où sont les problèmes, les points de blocage, les irritants que vos cibles ont à résoudre. Ensuite, pas leur proposer des thèmes, mais déjà un angle. Donc moi, si j'avais un sondage à faire pour mon prochain cours, c'est les 3 titres que je vous ai donnés tout à l'heure sur automatiser ses rendez-vous avec Calendly pour les indépendants, le top 10 des outils de productivité pour les tâches embêtantes, et puis l'autre sur Ultimate Kit de prise en main d'Airtable pour les chefs de projet. Et là, je fais un sondage, je vais tout de suite voir s'il y en a un des 3 qui cartonne et je vais voir qui a répondu et je vais adapter comme ça. Donc le marketing, faut aussi être ciblé, je pense, au moment où vous proposez quelque chose.